une prisonnière d'État à Montbrison en 1661-1665. Sous l'Ancien Régime, c'est le roi qui est source de tous les pouvoirs, y compris du pouvoir judiciaire. Et on le voit à travers un épisode montbrisonnais qui est celui de la captivité à Montbrison de la marquise du Plessis-Bellière. Cet épisode était complètement oublié jusqu'à ce que j'en trouve la trace dans les annales des Clarisses de Montbrison. Les annales, ça veut dire que les Clarisses, les sœurs Clarisses de Montbrison notent chaque année un peu ce qui s'est passé dans leur communauté. Et dans les années 1661-65, elles notent cette histoire de la marquise du Plessis-Bellière qui fait des dons aux Clarisses de Montbrison. Alors, qui est cette marquise du Plessis-Bellière? Suzanne du Plessis-Bellière a 56 ans. Elle est l'amie, l'égérie, peut-être la maîtresse du surintendant Fouquet, Nicolas Fouquet, surintendant des finances, un des hommes les plus puissants de France. Surintendant des finances, ça veut dire ministre des Finances et le principal ministre, puisque sous Louis XIV, il n'y a plus de Premier ministre. La marquise du Plessis-Bellière est aussi une femme de lettres. Elle est l'amie de Madame de Sévigné et avec, comme Mademoiselle de Scudéry et Madame de Lafayette, elles tiennent un salon littéraire. Ça veut dire que finalement, son histoire, quelque part, a à voir avec l'émancipation féminine. D'ailleurs, Madame du Plessis-Bellière est la veuve d'un lieutenant général. Elle est veuve, ce qui est une situation finalement assez intéressante dans la société d'Ancien Régime, puisque elle n'est ni dépendante de son père, ni de son mari. Alors elle est l'amie du surintendant Fouquet. Ce surintendant Fouquet, son pouvoir est devenu très important. Il est très riche, c'est une sorte d'habitude que les surintendants des finances s'enrichissent dans leur office en prélevant les impôts, mais il fait 3 maladresses. D'abord, il a acheté l'île de Belle-Île-en-Mer, il l'a fait fortifier comme si c'était une petite principauté dans laquelle il pourrait se réfugier en cas de disgrâce. Et ça ne plaît pas beaucoup au roi. D'autre part, il est un peu trop galant avec Mademoiselle de la Vallière, qui est la favorite royale. Seconde maladresse. Troisième maladresse, il fait construire le magnifique château de Vaux-le-Vicomte, qui est encore aujourd'hui un des plus beaux châteaux d'Île-de-France. Versailles n'est pas encore construit. Et ça montre un petit peu quelles sont ses ressources. Et ces ressources, eh bien, c'est un peu les contributions que les Français payent au roi. Alors, le 17 août 1661, il organise une grande fête pour recevoir le roi et lui montrer son château tout neuf. Et il y a le roi qui vient avec 600 courtisans. Il y a une fête magnifique, avec un feu d'artifice, avec un repas somptueux, et il en met plein la vue, pour parler familièrement, au roi de France. Et le roi de France n'est pas très content. On dit que Louis XIV, blême, blanc de rage, est parti au beau milieu de la fête, entouré de ses mousquetaires. Il y a beaucoup de mousquetaires dans mon histoire, on est un peu dans Alexandre Dumas. Le 5 septembre suivant, toute la cour est à Nantes parce que se tiennent les États de Bretagne, on pourrait dire le Parlement de Bretagne. Et le 5 septembre, le roi fait arrêter Fouquet par ses mousquetaires. Et le chef de ces mousquetaires, c'est D'Artagnan, le vrai D'Artagnan, pas le D'Artagnan d'Alexandre Dumas, parce qu'il y a eu un vrai D'Artagnan. Et Fouquet, donc, est arrêté. Madame du Plessis-Bellière a essayé de le cacher dans son hôtel particulier parce qu'il vient d'être destitué et il a été arrêté dans son hôtel particulier. Bon, il va être jugé dans un procès tout à fait inique qui dure 2 ou 3 ans. Les parlementaires qui le jugent essayent de le disculper parce que le roi veut le faire condamner à mort. Il est finalement condamné au bannissement à vie. Et d'ailleurs, là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que le roi va commuer sa peine en prison à vie.
en disant eh ben, ce serait trop cruel de le bannir de France parce qu'il aime trop la France et on va l'emprisonner à vie, ce qui peut quand même difficilement être considéré comme une atténuation de la peine. Et Fouquet va mourir en prison, dans la forteresse de Pignerol. Madame Duplessis-Bellière a aussi, elle aussi, été arrêtée. Et on la met dans une voiture, entourée de mousquetaires, et on l'envoie à Montbrison. Pourquoi on l'envoie à Montbrison? On a cherché une petite ville, un coin perdu, au centre de la France. Hein. Et donc on l'envoie à Montbrison, parce qu'à Montbrison, il y a les ruines du château féodal, qui se trouvait sur la butte du Calvaire, à la place du Calvaire. Il y a une partie qui est encore habitable. La dernière fois qu'il y a servi, c'est lorsque le connétable de Bourbon y est venu en 1536. Il reste quelques pièces un peu délabrées et elle va être fermée, elle va être emprisonnée dans ces pièces. Alors, le voyage dure longtemps. On a les lettres que M. de Bombron, le capitaine des mousquetaires, envoie au roi pour donner des nouvelles. Hein, et pour savoir ce qu'on ferait, quelles seront les conditions de détention. Le 19 septembre, le cortège est à Chalon-sur-Saône, le 2 octobre, il est à Roanne, et finalement, on arrive à Montbrison. Alors, Madame Duplessis-Bellière est enfermée dans une pièce du vieux château, elle n'a pas le droit de sortir, elle a le droit de voir personne, elle n'a pas le droit de voir ses enfants, elle n'a pas le droit de communiquer. Au cours du voyage, elle a essayé d'écrire une lettre à un de ses amis, M. de Pomponne, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères. La lettre a été interceptée et n'est pas parvenue à son destinataire. Et alors, quelle ressource elle a? Eh bien, elle tombe malade. Elle tombe malade. Alors on dit qu'elle est dans une sorte de faiblesse tout à fait incroyable. Elle a de la fièvre, elle est peut-être en pleine dépression, hein, finalement. Mais le roi, quand même, ne veut pas en faire une martyre. On sent que les autorités sont vaguement inquiètes. Monsieur de Montbron envoie plusieurs lettres pour dire ben, elle est quand même bien fatiguée. Alors, on lui permet de faire venir un médecin. Alors, on fait venir un médecin de Moulins, le docteur Delorme, qui a 77 ans, qui est un vieux médecin, mais qui a été médecin du roi de France, qui a été médecin de Louis XIII, le père de Louis XIV. Enfin, voilà, on la soigne, elle se fait saigner. C'est le remède universel. Pour quelques maladies qu'on ait, on se faisait saigner. À mon avis, ça ne pouvait pas tellement améliorer son état de santé. Mais on sait qu'elle s'est fait saigner. Hein. Et puis, au bout d'un temps, quand même, on dit on va l'autoriser à avoir un appartement en ville. Un appartement où elle continuera à être gardée par les mousquetaires. Mais il faudra qu'elle paye la location. Elle est prisonnière, mais elle paye la location de sa prison, en quelque sorte. Et elle va rester 3 ans et demi à Montbrison. Alors, il y a des rapports au roi qui sont faits régulièrement. Et puis, elle reçoit aussi quand même une petite faveur. On dit elle aura le droit d'aller écouter la messe chez les Clarisses. Alors, les Clarisses ne sont pas à l'endroit où elles sont actuellement, parce qu'actuellement, elles sont dans l'ancien couvent des Capucins, hein, avenue de la Libération. Leur couvent, qui est complètement détruit, était à l'emplacement du square Honoré d'Urfé, ce que les Montbrisonnais appelaient le jardin aux chiens, hein, le square aux chiens. Alors là, il y a le couvent des Clarisses, donc grande distraction quand même pour Madame Duplessis-Bellière. Elle a le droit de sortir en ville et d'aller entendre la messe chez les Clarisses. Il y a aussi en ville, alors c'est pour ça qu'on a des documents, il y a des incidents avec les mousquetaires. Les mousquetaires devaient s'ennuyer un peu à Montbrison, ils sont logés chez l'habitant, les Montbrisonnais n'aiment pas ça. Hein. Le logement des gens de guerre, ça n'a jamais été bien populaire en France, mais il n'y a pas de caserne. La caserne de Vaux n'est pas construite. Donc les mousquetaires sont logés chez l'habitant, ils font les imbéciles pour parler familièrement en ville, ils courent les filles, ils boivent un peu trop dans les auberges, ils se battent en duel. Nous retrouvons le duel dont nous avons parlé d'ailleurs la première fois, et finalement ça suscite l'intervention des autorités royales, parce que le cardinal de Neuville, qui est archevêque de Lyon, il est en même temps lieutenant général pour les provinces de Lyonnais, Forêt et Beaujolais. Alors il écrit au roi comme quoi les mousquetaires
font un peu trop de tapage dans la petite ville tranquille de Montbrison. Alors, on reçoit des consignes de fermeté et Camille de Neuville s'y emploie et le roi écrit en disant ben, « vous avez bien fait ». On va demander à monsieur de Montbron, en somme, de tenir ses troupes. Je vais vous lire un extrait de la lettre. Monsieur, alors c'est une lettre donc de Letellier, qui est ministre, qui est le père de Louvois d'ailleurs, à monseigneur Camille de Neuville. Monsieur, j'ai rendu compte au roi du désordre qu'il y a eu à Montbrison entre les mousquetaires qui gardent Madame Duplessis-Bellière et les habitants de cette ville. Et je n'ai pas manqué de faire connaître à Sa Majesté que par vos soins, les choses ont été pacifiées. Sa Majesté a beaucoup estimé ce que vous aviez fait et m'a commandé d'écrire au sieur de Montbron de contenir ces mousquetaires de sorte que cela n'arrive plus. Alors voilà, donc quand même on a serré la vis à ces mousquetaires qui faisaient du tapage dans la ville. Finalement, 1665, Fouquet a été jugé, Fouquet a été envoyé à Pignerol, le temps d'une certaine amnistie pour les comparses est venu, d'autant plus que finalement on n'avait rien à reprocher à Madame Duplessis-Bellière, si ce n'est d'avoir été l'amie du surintendant Fouquet, et on dit elle va avoir le droit de rentrer chez elle dans son hôtel particulier à Charenton, et elle continuera quand même d'être gardée par ses mousquetaires. Donc ça avait dû coûter cher, hein, finalement. On entretenait une compagnie de mousquetaires pour garder Madame Duplessis-Bellière. Alors avant de partir, Madame Duplessis-Bellière fait un don tout à fait magnifique de 1500 livres aux Clarisses pour la sympathie qu'elles lui ont manifestée, parce que l'opinion montbrisonnaise était finalement plutôt du côté de Madame Duplessis-Bellière. Si vous voulez, c'était une femme malheureuse, abandonnée, qui avait été emprisonnée, et l'opinion s'était retournée en sa faveur, d'autant plus que les mousquetaires qui la gardaient faisaient du bruit dans la ville. Alors, finalement, elle a été très satisfaite de l'accueil qu'elle avait reçu à Montbrison. Elle fait un don aux Clarisses. Et M. de Montbron, le capitaine des mousquetaires, lui aussi, il ne veut pas être en reste, il fait un don de 1000 livres. Et puis le médecin, le docteur Delorme, qui était venu plusieurs fois de Moulins pour soigner son illustre patiente, lui aussi fait un don de 300 livres. Il y a une sorte de petit concours là. Hein. Personne ne veut être en reste. Monsieur de Montbron, d'autant plus que les sœurs Clarisse avaient eu l'habileté de lui faire poser la première pierre de leur nouvel hospice, dans lequel elles recueillaient les pauvres et les malades. Alors, Madame Duplessis-Bellière est rentrée à Charenton. Au bout d'un moment, les mousquetaires sont rentrés à Paris. Elle n'avait pas le droit de venir à Paris, mais ce sont ses amis qui sont venus à elle. Elle a ouvert, en somme, son salon littéraire à Charenton. Madame de Sévigné est revenue, Mademoiselle de Scudéry, les beaux esprits de la capitale, allaient voir Madame Duplessis-Bellière. Et elle a vécu encore 40 ans. Elle est morte en 1705 à 97 ans. Donc elle ne devait pas être trop malade, peut-être, à mon avis. Quand elle était à Montbrison, elle devait être quand même d'une bonne constitution. Hein. Et elle est morte, elle était à Paris, ça veut dire qu'elle avait eu le droit de revenir à Paris. Elle était chez sa fille, Madame de Créqui, qui était la veuve d'un maréchal de France, et qui lui avait donné asile. Et elle était en train de dicter une lettre, et elle est morte brusquement. Alors voilà cette histoire de Madame Duplessis, mais il y a un prolongement littéraire. Il y a un prolongement littéraire que je trouve intéressant. Au XIXe siècle et au XXe siècle, les romanciers s'emparent du personnage. Alors Alexandre Dumas, d'abord, encore ses histoires de mousquetaires, mais là c'est dans le Vicomte de Bragelonne. Vous savez, le Vicomte de Bragelonne, c'est la suite des Trois Mousquetaires et de 20 ans après. Et un des épisodes centraux du Vicomte de Bragelonne, c'est la disgrâce de Nicolas Fouquet. Et alors Madame Duplessis apparaît sous les traits de Élise, un des personnages du Vicomte de Bragelonne. Et puis au XXe siècle, Anne et Serge Gollon, qui écrivent un roman, un feuilleton à succès qui s'appelle Angélique, marquise des anges, prennent, bien qu'ils s'en soient défendus, comme modèle Madame Duplessis pour
Angélique, marquise des Anges. Une Angélique un peu plus jeune quand même que la véritable marquise du Plessis-Bellière. Et d'ailleurs, dans le roman, le second mari d'Angélique s'appelle le marquis du Plessis-Bellière. Et puis il y a aussi un autre romancier qui écrit des romans policiers, qui s'appelle Philippe Collat, qui a pris comme personnage Jean de La Fontaine. La Fontaine qui était le poète, hein, le fabuliste, et qui était un des amis de Fouquet. Alors c'est un poète détective dans ses romans, et il a écrit un roman qui s'appelle La conspiration des trois marquises. Alors la marquise de Sévigné, la marquise de Lafayette, la marquise du Plessis-Bellière, qui essayent de faire évader Fouquet. Et elles n'y arrivent pas, naturellement, puisqu'il ne s'est pas évadé. Et puis alors, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? On pourrait dire, finalement, Angélique marquise des Anges à Montbrison. Alors, ça ferait un bon roman de Cap et d'Épée et un bon film de Cap et d'Épée. Et ça nous raconte en même temps, vous l'avez vu, des choses sur le pouvoir royal et sur la société au XVIIe siècle.